Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque lundi soir en direct à 17h45, rediffusé à 20h45 sur Bismart. C'est le quart d'heure américain avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas en duplex avec nous depuis Washington. Bonjour et bienvenue Pierre-Yves. Nous y sommes donc à quelques heures des élections de mi-mandat aux États-Unis. De quel type de victoire parle-t-on pour les Républicains, puisque c'est quand même le scénario consensuel central, et quels peuvent être par rapport à ce scénario les risques de surprise? Les Républicains sont optimistes, ils sont largement convaincus qu'ils vont regagner une majorité à la Chambre des représentants et ils croient maintenant au scénario de 2 ou 3 gains de sièges au Sénat, ce qui leur suffirait pour regagner aussi la majorité au Sénat, puisque vous savez, le Sénat est divisé à 50-50 pour le moment. Ce qui est intéressant, et nous en avions parlé au cours des dernières semaines, c'est de voir que dans l'ensemble des circonscriptions et des États importants, si on veut se concentrer sur les sénatoriales, la tendance est nationale. Les candidats républicains, y compris les candidats inexpérimentés qui avaient mal commencé leur campagne au mois d'août, se sont ressaisis et on assiste dans tous les sondages à une remontée des républicains qui fait couler de grosses gouttes de sueur froide sur le front des démocrates. Il est envisageable, alors l'élection se termine demain, et le décompte pourrait être un petit peu compliqué si les choses sont très serrées. Mais il est envisageable que les Républicains gagnent dans des États qui sont aujourd'hui des États contrôlés par les démocrates en termes de sièges de sénateurs. En Géorgie, dans le Nevada et dans le New Hampshire en particulier. Et ça, c'était un scénario que l'on ne pouvait pas vraiment imaginer au mois de septembre. D'où cet optimisme des Républicains. Une petite réaction d'ailleurs plutôt... Enfin, ça participe aux éléments positifs de comportement des marchés d'actions aussi, parce que Wall Street se satisferait très bien d'une situation où les Républicains contrôlent le Congrès. La Maison-Blanche reste bien sûr avec le président Biden et du coup il ne se passe plus rien d'important en termes législatifs et ce blocage, ce gridlock comme on l'appelle ici, est une chose qui pour le moment semble satisfaire pas mal de gens qui s'étaient inquiétés d'une grosse propension de l'État fédéral à dépenser beaucoup d'argent depuis au moins 3 ans. Si on se met dans ce cas de figure, effectivement, ce gridlock, Pierre-Yves, sur quel type de dossier ou sur quel sujet est-ce que les Républicains essaieront d'avoir le plus d'influence politique à Washington? Alors attention, si les Républicains gagnent le contrôle du Congrès, Joe Biden reste président et il a le droit de veto. Donc il y a plusieurs stratégies possibles, ou bien les Républicains vont perdre 2 ans à systématiquement provoquer Joe Biden et l'obliger à mettre son veto à tout ce qu'ils peuvent imaginer, ou alors ils vont choisir quelques sujets pour faire avancer les choses. Dans le programme républicain, tel qu'il a été présenté depuis plusieurs mois, il y a un certain nombre de dispositions très claires pour revenir, par exemple, sur le recrutement de quelques 80 000 agents du fisc fédéral, toutes sortes de dispositions pour faciliter à nouveau, du point de vue réglementaire, voire législatif et fiscal, l'exploration en matière d'hydrocarbures. Mais sur le sujet, c'est le grand paradoxe, sur le grand sujet de cette élection qui a été l'inflation, phénomène qui traumatise les Américains, finalement les Républicains, ils n'ont pas de solution davantage à part, bien sûr, revenir en aide au secteur des hydrocarbures pour augmenter l'offre de pétrole et de gaz de manière à faire baisser les prix. Mais sinon, sur l'inflation en elle-même en tant que phénomène, les Républicains finalement sont un petit peu condamnés, comme la Maison-Blanche, à attendre que les effets des relèvements de taux pratiqués par la Fed commencent à porter leurs fruits. Donc ils risquent eux aussi, en accédant au pouvoir à Washington, au Congrès, les Républicains risquent eux aussi, d'une certaine manière, de porter la responsabilité, du point de vue du citoyen américain, de la situation inflationniste, si tant est qu'elle perdure. Et pour l'instant, on est parti encore pour quelques mois, sans doute, pour qu'elle continue, Pierre-Yves. Là où ça va devenir très compliqué, c'est si le chômage remonte aux États-Unis. Pour le moment, les créations d'emplois sont fortes, beaucoup plus fortes que prévu.
l'embauche est solide, la croissance est quasiment nulle, mais on n'est pas encore en récession. Si tous ces relèvements de taux qui ont été massifs depuis le mois de mars commencent vraiment à peser sur la demande au point de réduire l'embauche, on va entendre dans les deux partis des voix s'élever pour dire « Ouh là là, il va falloir faire quelque chose ». Et les démocrates, sur la gauche du Parti démocrate, ont d'ailleurs déjà commencé à critiquer la Fed. Mais pour le moment, on est un petit peu en position d'attente. Alors c'est ce jeu à Washington qui a été pratiqué dans le passé pendant des années, qui consiste toujours à dire « Écoutez, nous on voudrait faire avancer les choses, mais nous, républicains, on ne peut rien faire, on a quelqu'un à la Maison-Blanche qui bloque tout. » Et vice-versa. Lorsque le président est démocrate à la Maison-Blanche, dit « Vous voyez, mais moi je ne peux rien faire, le Congrès bloque tout ». Et ça nous ramène dans 2 ans aux élections présidentielles, et les présidentielles qui vont en fait, en termes de campagne, commencer dans 1 an, si ce n'est dans une quinzaine de jours, si on en croit les pré-annonces faites par Donald Trump, qui semble-t-il, ça le démange de se présenter à nouveau, encore qu'on puisse en douter. Qu'est-ce qui est le plus dur pour l'Américain standard, Pierre-Yves? Est-ce que c'est de voir le chômage remonter, le marché du travail se dégrader? On sait que peut-être que la job security aux États-Unis, on y est peut-être un peu moins attaché qu'ailleurs. Ou est-ce que c'est l'inflation? Parce que la promesse du pacte américain, c'est quand même de voir son pouvoir d'achat augmenter et c'est sa santé financière pouvoir augmenter de génération en génération. Moi, je crois que l'inflation est un phénomène qui est beaucoup plus difficile à vivre pour un Américain que pour un Français. Pour toutes sortes de raisons. D'abord parce qu'il y a beaucoup plus d'inflation en ce moment aux États-Unis qu'en France. D'autre part parce que beaucoup de retraités, en partie, vivent de pensions de retraite qui ne sont pas indexées sur l'inflation et donc leur pouvoir d'achat est doublement impacté. Ensuite, parce que les Américains qui ont fait les économies ont vu leur pactole s'effondrer, soit parce qu'ils l'avaient placé en bourse, en actions, soit parce qu'ils l'ont placé en obligations. N'oubliez pas qu'il y a toute une génération d'Américains qui, avec une certaine prudence, sans vouloir faire de la spéculation, ont investi dans des fonds obligataires, sachant que oui, bien sûr, ils avaient un petit risque de dépréciation, mais enfin que quand on investit dans des bons du Trésor, même par le biais d'un fonds, on ne va pas perdre d'argent. Eh bien si, ils perdent de l'argent, ils perdent même énormément d'argent en termes de capital, ça s'est effondré. Ça, c'est un véritable traumatisme. Et puis à chaque fois qu'ils vont à la pompe à essence, à chaque fois qu'ils vont dans le supermarché, on pratique des prix incroyables. 307 grammes de café pour 5 $. C'est n'importe 7, 8, 9 $ même. C'est absolument n'importe quoi. Ce qui d'ailleurs donne des arguments aux démocrates en disant, vous savez, cette inflation, c'est pas simplement la faute de l'Ukraine, c'est peut-être aussi la faute d'un manque de concurrence dans certains secteurs, dans certains canaux de distribution. Mais cet argument qui a été développé difficilement par les démocrates depuis 3 mois n'a pas pris. On sent vraiment que les Américains veulent punir les démocrates pour cette situation inflationniste. Et je crois, à mon avis, pour au moins 2 raisons. La première, c'est que les démocrates ont nié le problème de l'inflation. Non, il n'y a pas vraiment d'inflation. Non. Ensuite, oui, il y en a un petit peu, mais vous allez voir, ça ne va pas durer. D'ailleurs, c'est ce que disait la Fed. Ensuite, ah oui, il y a une inflation, c'est très très grave, c'est notre priorité numéro 1, mais en fait, on ne peut pas faire grand-chose pour lutter contre. On attend que la Fed s'en occupe. Et puis, de toute façon, ce n'est pas de notre faute. C'est la faute de l'Ukraine, c'est la faute des chaînes d'approvisionnement du Covid, c'est la faute du manque de concurrence dans certains circuits commerciaux. Mais ce n'est pas de notre faute. Et c'est cette position difficile, défensive, et très dure à assumer, qui conduit finalement à un aveu d'impuissance qui, à mon avis, va coûter beaucoup au Parti démocrate demain. Un mot pour finir, Pierre-Yves, et là, j'allais dire, c'est le côté américain qui parle, de la procédure de vote. Je ne sais pas si vous souhaitez nous montrer votre carte d'électeur américain, Pierre-Yves, je ne sais pas si vous avez déjà voté ou pas, mais à combien de questions et combien de choix est-ce que vous allez devoir faire demain, Pierre-Yves? À ma grande surprise, j'ai une carte d'électeur maintenant. Je n'en avais pas jusqu'à présent, c'est nouveau dans le Maryland, en tout cas dans le comté de Montgomery où je vais voter demain. On a maintenant une carte électeur, la voilà, Voter Notification Card, Tarjeta de Notificación del Votante, puisque nous sommes aux États-Unis, tout le monde parle espagnol, bien sûr. Alors, mon bulletin de vote, le voilà, je l'ai imprimé
pour étudier, parce que ça s'étudie un bulletin de vote, vous voyez, ça fait 6 pages, et il y a énormément de questions auxquelles je vais devoir répondre, je les ai notées parce que je ne veux pas en oublier. Je vais devoir élire un gouverneur, un lieutenant-gouverneur, un sénateur, je vais devoir élire également un député. Ensuite, je vais devoir choisir 5 juges, un procureur, un contrôleur financier, un président de ce qui est un petit peu l'équivalent de la communauté de communes, 5 membres du conseil de l'éducation. Alors ça, c'est très très important parce que toutes les questions de curriculum de l'éducation publique sont décidées au niveau local et pas au niveau fédéral. Et il y a une grosse bataille idéologique en ce moment au niveau de qu'est-ce qu'on doit apprendre à nos enfants à l'école. Je dois élire un shérif et j'ai 6 questions qui sont en fait des référendums. J'ai tenté de comprendre de quoi il s'agissait et je suis tout à fait dépassé par la complexité de cet argument, sauf pour la question, je crois que c'est la question numéro 4. Il s'agit de savoir si, à l'âge de 21 ans, on a le droit de posséder et de consommer du cannabis. Alors là, voilà, question numéro 4, ce serait un amendement constitutionnel. Est un État qui n'a pas encore légalisé l'utilisation du cannabis pour les adultes, c'est ça, Pierre-Yves ? Voilà, pas encore. Dans la pratique, on n'est pas tellement poursuivi par les autorités s'il y a un problème, mais si on fait rentrer ça dans la Constitution, ensuite on sera tranquille. Bon, mais c'est un vote productif quand même, c'est ce que ça veut dire. Vous y allez pas pour rien, en l'occurrence. C'est la démocratie en marche. Je me suis laissé en fait complètement dépasser. Je voulais aller voter 3-4 jours avant et le vote par anticipation a été interrompu trop tard. Donc je dois aller voter et faire la queue comme tout le monde demain. Bon, on suivra ça avec vous évidemment, Pierre-Yves. On verra dans quelle mesure on pourra analyser les résultats d'ailleurs au lendemain de ce dernier jour de vote aux États-Unis, demain. Et puis bien sûr, lundi prochain, on vous retrouve chaque lundi, je le rappelle, dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, Pierre-Yves. Lundi prochain sera encore une bonne occasion pour revenir avec vous sur les enseignements et l'analyse de ces élections de mi-mandat aux États-Unis. Pierre-Yves Dugas avec nous en direct chaque lundi soir à 17h45 dans Smart Bourse sur Bismart TV, rediffusé à 20h45, vous le savez, et à retrouver en podcast et en replay sur bismart.fr.